Bonjour chers compatriotes, concitoyens, camarades, je voudrais aujourd'hui vous entretenir de deux choses qui sont apparemment très différentes, peut-être même hors sujet, mais vous allez le voir qui sont étroitement liées l'une à l'autre. L'une qui est cette espèce de course suicidaire à la guerre mondiale, à la guerre continentale à propos de l'Ukraine et du conflit ukrainien, à l'initiative principalement de l'Union européenne et de l'OTAN. L'autre, beaucoup plus salutaire, qui est l'offensive, en ce moment même, de la classe ouvrière dans notre pays, à l'initiative des travailleurs des raffineries que je salue et qu'il faut soutenir de toutes nos forces, mais également en Angleterre, à l'initiative du syndicat des transports, mais également à Prague, où des manifestations ont lieu tous les week-ends sur le thème « À bas l'OTAN, à bas la dictature de l'Union européenne », mais également donc en Allemagne, où récemment il y a eu de grandes manifestations de la jeunesse pour la paix, contre le surarmement et pour que tout cet argent qui est gaspillé, et même plus que ça, qui est utilisé de façon nocive, dangereuse pour la guerre, soit au contraire utilisé pour l'emploi, pour les services publics, pour le bien-être des populations. Donc, reprenons ces choses point par point. D'abord, au sujet de la guerre. Il faut être de la dernière naïveté ou de la dernière mauvaise foi, les deux d'ailleurs ne s'excluant pas totalement dans la bouche des médiacrates qui accaparent les antennes, pour présenter la Russie comme étant à l'origine du bombardement de la centrale de Zaporijjie qu'elle occupe, du pont de Crimée, le jour même de l'anniversaire de Poutine, ou du dynamitage du gazoduc Nord Stream. Ce serait vraiment stupide, ces Russes, s'ils se bombardaient eux-mêmes dans chaque occasion, en permettant effectivement aux dirigeants de Kiev de pousser des cris de victoire. Vraisemblablement, il y a là la patte terroriste d'un certain nombre de milieux dont il n'est pas difficile de deviner qui les pilote, qui les commande. Et donc ici, il faut avoir en tête que l'escalade vers la généralisation du conflit en Europe, vers un conflit, une conflagration pan-européenne, eh bien, porte la patte de l'impérialisme américain, qui a tout intérêt à la fois à nuire évidemment à la Russie, à se battre jusqu'au dernier Ukrainien en achevant de ruiner et de tuer ce pays, qui ne demandait pas mieux au départ que d'être un pont, une passerelle de coopération entre l'Est et l'Ouest, et donc aussi bien sûr par la même occasion que de ruiner l'Europe, puisqu'évidemment les sanctions et le boomerang qu'elles provoquent, c'est-à-dire en particulier la crise énorme de l'énergie, fait que l'économie européenne, c'est-à-dire celle à la fois de l'allié et du concurrent européen, et donc allemand principalement, de l'américain, se trouve ruinée par la même occasion. Donc, amis et camarades, ici, ne soyons pas dupes, exigeons que la France ait une véritable politique, disons, indépendante, qu'elle cesse de s'aligner d'une manière lamentable et pitoyable sur les États-Unis et sur l'Union européenne, qu'elle cesse de laisser Mme Ursula von der Leyen jouer le rôle d'impératrice de l'Europe et prendre des positions sur le terrain militaire, sur le terrain international, que les traités ne lui permettent nullement d'avoir, que notre pays se trouve enchaîné à la politique hégémonique planétaire des États-Unis, qui, on l'a vu, n'ont que faire des intérêts français, on l'a vu dans de multiples affaires, notamment récemment lors d'un certain contrat en Australie. Ça, c'est le premier élément, mais toujours sur la guerre. Outre le fait qu'il nous faut continuer à faire la clarté sur les véritables origines de ce conflit, qui ont à voir avec la volonté de l'hégémonisme euro-atlantique et principalement américain de continuer à contrôler la planète, d'avoir la monnaie internationale de réserve, le dollar, d'avoir toutes les armes qui permettent de contrôler les principaux circuits financiers, d'empêcher la Chine de les doubler pacifiquement sur le terrain économique, d'isoler la Chine de la Russie. Voilà les véritables objectifs de cette guerre pour l'hégémonie mondiale.
Eh bien, voilà, donc par rapport à tout cela, il faut continuer, bien sûr, à mener la lutte idéologique, à donner les explications nécessaires, et nous sommes heureux et fiers, nous, PRCF, de le faire avec nos petits moyens, en expliquant sans cesse, effectivement, que le véritable l'ennemi principal des peuples et de la paix en ce moment, c'est bel et bien l'Union européenne asservie à l'OTAN, lui-même asservi aux États-Unis. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de promouvoir notre politique de Frexit progressiste, c'est-à-dire de sortie par la gauche, par la porte à gauche, de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme. En outre, toujours sur le terrain de la paix, nous disons que même si on n'est pas d'accord avec cette analyse, car on peut très bien diverger sur cette analyse, euh, le propre effectivement des analyses, c'est qu'elles se discutent, qu'elles se débattent. Eh bien, qu'au moins, même si l'on considère Poutine comme le nouvel Hitler et que sais-je encore, puisque chaque fois on nous fait le coup, eh bien qu'au moins on considère qu'il a l'arme nucléaire, qu'il possède des missiles intercontinentaux, y compris des missiles hypersoniques qui peuvent frapper n'importe quelle cible, à n'importe quel endroit, sans être interceptés. C'est la réalité militaire. Et dans ce cas, eh bien, la sagesse consiste précisément à éviter à tout prix un embrasement nucléaire. Imaginons que, à un moment ou à un autre, l'un des deux belligérants, c'est-à-dire l'OTAN, je ne dis pas l'Ukraine, je dis bien l'OTAN, et de l'autre côté, la Russie, euh, utilise une frappe nucléaire, fût-elle tactique, eh bien évidemment il y aurait réponse au même niveau, si ce n'est plus, de l'autre côté, et ensuite, eh bien, ça déraperait totalement vers la conflagration continentale ou vers la conflagration mondiale. Nous savons bien que dans un cas de figure pareil, il ne resterait rien de l'Europe et il ne resterait rien de la France. Et donc tous ceux qui vous disent les valeurs supérieures de l'Europe, l'intérêt national supérieur, vous mentent. Hein. Ils sont à la fois criminels, irresponsables et suicidaires. Car, évidemment, dans un cas de figure pareil, un pays comme le nôtre, de 66 millions ou 67 millions de personnes, n'y survivrait pas. Donc, et puis, quelles valeurs? Les valeurs euh, de l'Union européenne, de l'Ukraine et de l'OTAN, alors qu'en Ukraine, Zelensky vient de supprimer le code du travail pour toutes les entreprises de moins de 200 habitants et que notre gauche établie, nos états-majors syndicaux n'en disent pas un seul mot. Les valeurs ukrainiennes, alors que ces gens-là feraient avec Azov, Haïdar et le parti Svoboda, alias Parti national socialiste ukrainien. Les valeurs ukrainiennes, alors qu'on rétablit partout, on enlève les statues de Lénine et on met à la place des plaques en l'honneur de Bandera, Stepan Bandera, qui fut un massacreur de milliers de juifs, d'Ukrainiens polonais, d'origine polonaise ou de communistes, alliés des nazis. Voilà ce que vous couvrez, messieurs les partisans, effectivement, de cette drôle d'alliance. Et puis les valeurs, alors parlons-en des valeurs européennes, c'est-à-dire cette Union européenne qui, de toutes les façons possibles et imaginables, s'efforce de briser le droit de grève, de limiter ce droit de grève, notamment dans les services publics, qui s'efforce effectivement donc aussi, par tous les moyens possibles, de liquider les acquis sociaux, par exemple les droits à la retraite qui avaient été conquis à l'époque où Maastricht n'existait pas. Alors vos valeurs, vous pouvez vous les garder, ce sont les valeurs de Wall Street que vous défendez. Osez le dire, au moins. Telle est la réalité. Sinon, pourquoi seriez-vous, diable, allié à l'Arabie Saoudite? Pourquoi seriez-vous allié au Qatar? Pourquoi seriez-vous allié au régime turc? Et ainsi de suite, qui, que je sache, ne sont pas pires, sont bien pires, pardon, sont bien pires que le régime russe, que je n'idéalise nullement, puisque en Russie, nous autres communistes du PRCF, nous ne sommes pas solidaires de Poutine, mais nous sommes solidaires du Parti communiste de la Fédération de Russie et des autres communistes de ce pays qui se battent pour un changement dans le sens du socialisme. Alors évidemment, ça ne suffirait pas, parce que la lutte idéologique, si forte soit-elle, n'a jamais suffi à empêcher les bellicistes, les exterministes, les impérialistes, etc., de déclencher des conflits qui leur semblent avantageux pour le maintien de leur domination mondiale. Jaurès en sait quelque chose, il a été assassiné à cette occasion, Karl Liebknecht a été emprisonné, etc. Bref.
Ce n'est pas la lutte idéologique seule qui peut permettre de contrer tout cela. Lénine disait déjà, en 1914, qu'il fallait substituer au conflit impérialiste qui menaçait le monde et qui s'est traduit par la Première Guerre mondiale avec ses dizaines de millions de morts, eh bien ce qu'il appelait effectivement la guerre civile entre le capital et le travail, c'est-à-dire en réalité la contre-attaque révolutionnaire de la classe ouvrière contre le capital et l'impérialisme. Bon, alors ça pourrait rester des termes dogmatiques, on évoquerait le passé, on serait nostalgique de 1917, mais pas du tout. Il suffit de regarder la situation en face. Nous autres, communistes du PRCF, nous sommes des matérialistes et nous fonctionnons de façon aussi scientifique que possible. Il y a plusieurs mois, durant la campagne présidentielle et législative, j'ai avancé l'idée, et le PRCF également, que nous allions en France vers une grande explication entre le monde du travail, la classe ouvrière, et les forces du capital représentées par Macron, par le MEDEF et coiffées par l'Union européenne. Ben, nous y sommes. Cette grande explication, à l'initiative notamment des travailleurs que je salue, des raffineries, des courageux travailleurs des raffineries et de la chimie, est en train de prendre corps. À nous, bien entendu, à nous, c'est-à-dire non pas les communistes seulement, mais tous les salariés, tous les gens de progrès, d'appuyer cette offensive et de ne pas simplement se dire « Ah oui, on n'a plus d'essence, là on ne peut pas aller travailler ». Le vrai sujet, c'est justement de cesser volontairement de travailler, en aidant les travailleurs des raffineries à gagner, parce que s'ils gagnent, ça sera bon pour tous les salariés, et les patrons sentiront le vent du boulet, et cela mettra la classe ouvrière et le monde du travail dans leur ensemble à l'initiative, à l'offensive, alors que depuis des dizaines d'années, nous subissons, nous prenons des coups et nous n'arrivons pas à les rendre. Et ça sera aussi de très bon augure pour bloquer le projet, la contre-réforme sur les retraites. En effet, donc, pour finir, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen pour combattre la guerre, pour combattre la marche à la guerre, d'autres moyens fondamentaux, d'autres leviers fondamentaux que le développement du combat de classe. S'il est vrai, comme le disait Jaurès, que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, eh bien il faut frapper non seulement la guerre, les fauteurs de guerre, mais le capitalisme lui-même. Et donc la lutte de classe est le véritable antidote à la marche à la guerre mondiale accompagnée de fascisation à laquelle nous assistons. C'est pourquoi j'appelle mes camarades, bien sûr, les membres du PRCF, mais j'appelle aussi les syndicalistes de classe, à l'instar de mon camarade et ami Fatih Kassem, secrétaire national du PRCF, je les appelle à aller massivement aux manifestations qui vont avoir lieu, à faire en sorte que, bien évidemment, elles soient offensives, que l'on essaye par tous les moyens possibles de généraliser ce mouvement, de faire en sorte que les raffineurs ne restent pas seuls. Hein, et déjà, il y a des mots d'ordre de grève à la RATP, peut-être à la SNCF, car derrière, tout ce qui va se passer, si les raffineurs étaient battus, et ça n'en prend pas le chemin du tout, au contraire, ils sont en train de montrer la voie d'offensive, eh bien, ce qui se passerait, en revanche, c'est que les projets de privatisation d'EDF iraient jusqu'au bout, que les projets de casse définitive et finale de la SNCF ou de l'éducation nationale à coup de Parcoursup et de destruction du statut de la fonction publique iraient à leur terme, et ainsi de suite. Nous n'avons pas le choix, nous sommes, nous aussi, nous, les membres de la classe dominée, hein, les membres de la classe des travailleurs, nous sommes au pied du mur, nous devons effectivement réagir tous ensemble et en même temps. Et plus nous serons offensifs et plus nous briserons aussi les tentatives fascisantes de Macron et compagnie de démolir le droit de grève, avec les réquisitions, mais pas seulement, avec l'arrestation récemment de syndicalistes CGT qui avaient, je crois, coupé le jus dans le Nord, et ainsi de suite, avec la criminalisation du mouvement social qui est un élément de cette fascisation de l'Europe que l'on observe à tous les niveaux. Ah, elle est belle, l'Union européenne. Elle est vraiment belle. Hein. Ils nous l'avaient vendue comme l'Europe de la prospérité, c'est l'Europe de l'austérité. Ils nous l'avaient vendue comme l'Europe de la démocratie, c'est l'Europe de la fascisation et de la marche vers les États policiers, vers les mesures liberticides, vers la restriction
des libertés syndicales. Regardez ce qui se passe dans les pays voisins, c'est un peu la même chose. Ne parlons pas de Liz Truss en Grande-Bretagne, hein, qui est en train d'essayer de licencier les postiers qui font grève contre elle. Hein, voilà, on en est là. Et évidemment aussi, il nous l'avait vendu comme l'Europe de la paix. Et tout le monde voit bien qu'en réalité, l'Union européenne, ce n'est pas la paix. L'Union européenne, c'est la guerre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et bien entendu, tous dans les manifs prochainement, je vous conseille pour finir la lecture de notre journal Initiative communiste, le seul mensuel marxiste-léniniste de France. Et peut-être en langue française, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les autres pays. Voilà l'un des derniers numéros, les salaires ou la guerre, il faut choisir. Les slogans que nous proposons pour les prochaines manifs, c'est bel et bien l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Et le dernier numéro, donc, qui dit à M. Macron, qui se présente toujours comme l'apôtre de la disruption, de l'innovation, etc., que nous aussi, nous sommes pour la disruption. Mais pour la disruption sur nos bases, celle du combat de classe contre le capital, contre l'impérialisme. Peut-être encore un dernier mot, tiens, excusez-moi, c'est l'esprit de l'escalier, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais il est très intéressant de voir, et ça nous l'avons dit les premiers, qu'il ne faut pas simplement réclamer l'augmentation des salaires, il faut demander leur indexation, leur réindexation sur les prix. Et là, un petit panorama arrière, si l'on peut dire, il faut avoir de la mémoire dans les luttes. En 1983, alors que Mitterrand était président et que Mauroy était encore Premier ministre, Delors étant son ministre des Finances et Anicet Le Pors, membre du PCF, étant ministre de la fonction publique, les salaires ont été désindexés. Jusqu'alors, il y avait l'échelle mobile des salaires et des prix. Cette désindexation, elle est à l'origine, entre autres, hein, ce n'est pas le seul aspect, mais elle est à l'origine de la chute du pouvoir d'achat des salariés dans ce pays, de façon très prononcée, puisque vous savez que dans les années 60-70, la valeur ajoutée était partagée à 2 tiers pour le travail et 1 tiers pour le capital, et que maintenant c'est le contraire. Bon, eh bien, cette désindexation, elle a servi à ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Derrière, il y avait la sacro-sainte Europe et il y avait la sacro-sainte marche à l'euro. Car la désindexation a été nécessaire pour arrimer le franc sur le Deutschmark et mettre en place ce que Bérégovoy, les gens de ma génération s'en souviennent, appelaient la politique du franc fort. Et la politique du franc fort, elle a débouché sur ce que j'appelais moi la politique de Francfort, c'est-à-dire la mise en place de l'euro avec derrière la banque de Francfort, qui a abouti en réalité à ce dispositif d'euro-austérité qui perdure depuis des décennies et qui affaiblit, qui appauvrit les salariés, qui les entraîne vers le bas, qui détruit les services publics, qui permet aussi la délocalisation massive des industries, etc., depuis des décennies. L'euro, c'est pas sympathique du tout. C'est pas sympathique du tout. C'est pas seulement le moyen d'aller faire ses courses en Belgique quand on est frontalier ou en Allemagne. C'est un dispositif européen d'austérité au profit du capital, au détriment du travail. Tout cela doit être combattu du même mouvement. Cessons dans les manifestations de contourner et de ménager la sacro-sainte Union européenne. Elle est très maléfique. Visons tous nos ennemis, désignons clairement nos ennemis, qui sont non seulement Macron et le capital en tant que responsable effectivement de cette politique de casse et de classe, mais également donc ceux qui les supervisent à l'échelle supranationale, avec leur accord bien évidemment et leur complicité, l'Union européenne et l'OTAN. Merci de votre attention, bonne manif et surtout, clairement, nettement, aux efforts, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre.